Bonjour à vous, chers amis, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont déjà présents, ceux qui le seront plus tard. Je vous invite donc, je le dis immédiatement pour ne pas oublier, je, 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 je souhaite que tout le monde, un plus grand nombre s'abonne, les nouveaux comme les plus anciens. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un pouce, likez cette vidéo, commentez surtout, faites des commentaires, s'il vous plaît. Et puis surtout, faites-moi le plaisir d'activer la clochette si vous le souhaitez pour pouvoir, à votre gré bien sûr, de recevoir en priorité les vidéos. Voilà, donc nous allons immédiatement à la page d'accueil de l'histoire de nos rois. Voilà, je partage l'écran déjà. Alors, nous allons parler aujourd'hui du roi Eudes, qui a vécu, semble-t-il, de 852 au 3 janvier 898. Vous voyez là, c'est plus précis avec les rois en partenariat, enfin si on peut dire, avec le Vatican, c'est plus précis, vous voyez, on est plus juste. De la dynastie des Robertiens. Tiens, alors les Robertiens, justement, c'est un groupe qui chassera un peu plus tard les Carolingiens. Bon, ça ce serait une vidéo à part, on va pas ici rentrer dans le détail, la bagarre entre les Robertiens et les Carolingiens. Il est donc titré comte de Paris au nom de son élection. En 888, à la mort de Charles le Gros, sacré à Compiègne le 29 janvier 888, puis à Reims, plus tard la même année. Bon, nous allons un peu parcourir son identité, si l'on peut dire, au complet. Alors, couronnement du roi d'ici, une enluminure ornant les grandes chroniques de France, manuscrit, c'est ça, manuscrit 1682, bibliothèque de Sainte-Geneviève. Ah oui, tiens. Oui, c'est vrai qu'à l'église Sainte-Geneviève, il y a une bibliothèque importante aussi, à Paris, chers amis, évidemment, vers 1275-1280. Voilà, je vous montre un peu l'enluminure. L'enluminure, pardon, c'est très joli, c'est très beau, vous en conviendrez. Vous voyez, on voit que le royaume devient très chrétien. Il l'est devenu déjà, mais enfin bon. Alors les titres, roi des Francs, Francie occidentale, 29 février 888, 3 janvier 896, soit 9 ans, 10 mois et 5 jours. Couronnement 29 février 888 à Compiègne, 13 novembre 888 à Reims, prédécesseur Charles le Gros et successeur Charles III le Simple. Oh, le Simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, biographie, titre complet. Bon, roi de Francie occidentale, pardon, comte de Paris, comte de Troyes, duc des Francs et marquis de Neustrie. Rien que ça, dynastie donc des Robertiens. Donc du nom de Robert, qui est le fondateur de la lignée des Robertiens. Date de naissance après 852, date de décès 3 janvier 898, lieu de décès l'affaire, c'est où ça? Bon, évidemment c'est dans l'Hexagone, mais où? Oui, une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France, région du nord de France, de la France, voilà. Alors, père Robert Lefort, voilà, né en 815 et 830, tué le 15 septembre 866 à la bataille de Breisach, et un membre important de l'aristocratie franque, issu de la famille des Robertiens, ancêtre de la dynastie capétienne. Ah. Il est probablement le fils de Robert III de Hesbaye. Probablement, bon, ils ne sont pas très sûrs. Alors, mère Adélaïde de Tours. Non, dommage, on n'a pas d'enluminure, de peinture ou quoi que ce soit. Alors, fratrie Robert Ier de France. Donc voilà le médaillon, enfin voilà.
Robert III de France, conjoint Théodérade, est une reine des Francs par son mariage avec le roi Robertien Eudes. Et religion catholique évidemment. Héritier Charles III le Simple, ce sera le roi suivant que nous verrons plus tard. Plus tard, demain ou après-demain, j'en sais rien encore. Tout dépendra de mon humeur. Et puis, ça dépendra de votre participation, chers amis. Je ne peux pas faire des vidéos si... Je ne sais pas si c'est YouTube ou qui que ce soit qui ralentit ma chaîne, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent que j'ignore. Voilà. Alors, fils aîné de Robert le Fort, marquis de Neustrie, il appartient à la branche des Robertiens, ça on l'a dit, à la mort de son père en 866, il hérite du titre de marquis de Neustrie, mais le roi Charles II, le Chauve, le dépossède en 868 de ce titre qu'il donne à Hugues l'Abbé. Hugues l'Abbé, c'est un prêtre ou quoi? Ou alors simplement mort le 12 mai 886 à Orléans, et issu de la famille des Welf, aussi influente en Francie, Coutrerin qui détient un temps, c'est ça, qui détient un temps le contrôle de l'héritage. Bon. Dès lors, Eudes ne dispose plus que d'un petit patrimoine personnel en Neustrie, territoire qui constitue le cœur de son pouvoir. Hein. Alors, en 882 ou 883, il est fait comte de Paris, sans doute avec l'accord d'Hugues l'Abbé et le soutien de l'évêque Gosselin. Qui était l'évêque Gosselin? Fut un membre de la famille des Rorgondes, évêque de Paris, défenseur de la cité contre les Normands. Ah oui, évidemment, les Normands, les Bretons, hein, les sauvages odiniques, ce qui rééquilibre ainsi vers le nord, vers la France mineure, l'assise des Robertiens. Alors, référence Thaïs, 980, d'accord. Paris, capitale de la Francie, et cité des royaumes de Neustrie et de Bourgogne, si l'on en croit Foulques de Reims, qui était Foulques de... Évidemment, c'est l'archevêque, historien sans doute, hein. Enfin, ils se disent tous historiens, devient un élément essentiel du dispositif robertien. C'est à ce titre que Eudes soutient, avec l'aide de l'évêque Gosselin, le siège de Paris par les Vikings. C'est à ce titre que Eudes soutient, avec l'aide de l'évêque, le siège de Paris par les Vikings au cours de l'hiver 885-886. Au cours de ce siège, la mort du comte Henri lui permet, en septembre 886, d'être investi marquis de Neustrie. Voyez-vous, quelle est cette référence? Paris et Barral, d'accord. Il obtient en outre de Charles III le Gros, empereur d'Occident et roi des Francs occidentaux depuis juin 885, à la suite de la mort de Carloman en décembre 884, Carloman II, bien sûr. Un certain nombre de comtés, Tours, Blois, Angers notamment, qui élargissent encore son assise territoriale importante en Neustrie, d'autant qu'il récupère. Par ailleurs, après la mort d'Hugues l'Abbé, en 886, la fonction d'abbé laïque de Saint-Martin de Tours, dont avait disposé son père. Ça existe, ça, prêtre laïque? Je ne savais pas. C'est un peu fort, ça. Alors, voilà un petit peu l'hexagone au temps de Charles III, hein, c'est ça, hein, Charles III. En 887, l'Empire carolingien est pratiquement reconstitué. C'était plus grand. Bon, il n'y avait pas ici la Normandie, vous voyez, comme quoi, hein. La Normandie, résistance avec, comme vous le voyez ici, les Angles, et ici toute la partie du nord, Allemagne notamment, la Hollande peut-être, enfin toute cette partie où les Vikings s'étaient réfugiés, où ils vivaient, enfin bon, voilà, ils se préparaient, voilà, bon, je pense. Et là, l'Italie, alors là, il y a la partie Lombardie, bien sûr, voilà, les États pontificiaux,
Vous voyez l'État pontifical comme il était grand? Aujourd'hui, il est ici maintenant. Il est là maintenant, certainement. Mais vous voyez, il y avait tout ça. Alors, l'étape suivante est pour de la royauté elle-même. En effet, l'empereur Charles III, le Gros, est déchu par les grands du royaume peu avant sa mort, en 888. On lui reproche notamment d'avoir trop tardé à envoyer des troupes afin de lutter contre les Normands. Ouais, c'est-à-dire contre les Vikings en fait. Les habitants, le terme désigne aussi historiquement les habitants du duché, d'accord. Oui, oui. Attendez, je vais peut-être faire un petit tour. Les Normands, je vais voir quelque chose qui me chiffonne, cette carte. Elle me chiffonne. Ah, c'est le monde normand. Ah voilà, c'était oui voilà, c'était voilà, l'Angleterre, vous voyez, les pays d'Angle, la Normandie bien sûr, mais pas la Bretagne, hein, c'est étonnant. Ici Antioche, donc la partie orientale. Antioche, c'est l'actuelle Turquie, l'Empire ottoman, hein, si vous préférez. Les possessions normandes, vers 1130, oui d'accord. Alors on recule un petit peu. Excusez-moi, chers amis, vous entendez le bruit du frigidaire, vous voyez? Ça monte un petit peu le. Bon, les Normands, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ici? Expansion, voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais, vous voyez, l'expansion viking. Bon, est-ce qu'ils sont assez sincères, honnêtes ou pas? Région exposée à des raids vikings réguliers, mais avec peu ou aucune colonisation. Vous voyez un petit peu à l'époque les vikings, jusqu'où ils sont allés? Ils sont allés jusqu'à Al-Andalus, en Espagne quand même, hein. Ils ont chassé les Normands, les Andalous. Les Andalous, moi, comment dire, les Arabes en fait. L'Empire byzantin, vous voyez un petit peu jusqu'où ils sont allés. Et encore, on passe les détails sur l'actuelle Amérique, hein. Ils ne parlent pas de l'Amérique, hein, vous voyez. Voilà, ça c'est au 8e siècle, vous voyez, ils étaient là. Tout d'abord, ils étaient, comme le dit Oleg de Normandie, ils étaient repliés dans la partie du nord, hein, voilà, voilà, Norvège, vous voyez, où ils parlaient le norrois, hein, les Vikings parlaient le norrois, et non pas peut-être le gaulois ou le celte, le celte c'est, je sais pas si non, c'est pas une langue normalement. Enfin bref, voilà un petit peu, vous voyez. Ensuite, bon, je vais peut-être garder. Est-ce que nous avons une autre carte encore ici, non? Infanterie et cavalerie, bon, ça serait rien à voir. Guillaume le conquérant au musée de Bayeux, d'accord. La conquête de l'Angleterre. Alors oui, les chrétiens finiront bien sûr par s'imposer, les chrétiens finiront par s'imposer en Angleterre. Bon, mais ça. Et c'est de là, si vous voulez, chers amis, voilà, on va un petit peu regarder cette je ne sais pas si c'est une enluminure, une peinture ou quoi. Alors, et puis donc, à quel siècle? C'est ça qu'il faut voir. Les Normands étaient depuis longtemps en contact, d'accord. Mais en quelle période? D'accord. Ils ne disent pas, hein. C'est quand même étonnant. Ah voilà, 1066. Vous comprenez, est-ce que vous comprenez l'invasion, enfin, oui, on peut dire ça, l'occupation, ou plutôt l'installation, suite à une bataille rude, certainement, hein, évidemment, des, comment vous appelez ça? Je vais y arriver. Oui, j'allais partir. Vous comprenez pourquoi Jeanne d'Arc est intervenue contre les Anglais, chers amis? Parce que dans le XIe siècle, entre le XIe et le XIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire. Moi, je l'ai très peu étudié, je ne le cache pas, hein. Mais je m'y intéresse parce que, effectivement, c'est à cette période-là que Jeanne d'Arc, une Valkyrie et non pas Sainte Jeanne d'Arc comme on entend trop dire,
un peu communément un peu partout, dans l'Occident et même dans le monde. Jeanne d'Arc était une jeune fille hein, de 17 ans, 18 ans je crois, qui s'est battue, elle est morte à 19 ans, oui. Donc elle s'est battue pour bouter les Anglais dehors, dont elle aura commencé la reconquête de notre territoire, la Bourgogne notamment, hein, comme vous le savez. Mais c'est plus tard un Breton, enfin je sais plus le nom, quelques années plus tard, qui finira par mettre les Anglais dehors. Alors les Anglais chrétiens, je dis bien les Anglais chrétiens, parce que tant que les Britanniques n'étaient pas d'une religion chrétienne, eh bien l'Angleterre était amie avec la Normandie, la Bretagne et d'une manière générale la Gaule. Sans problème, il n'y avait pas de guerre. Entre nous et les Anglais, il n'y avait pas de guerre. Comprenez? La guerre, elle est venue après. Justement, elle est venue lorsque les Anglais sont devenus chrétiens et qui voulaient chasser les Vikings, en fait, de Normandie, de Bretagne, enfin de partout où ils étaient, quoi. Voilà. Bref. Alors l'étape suivante, je lis, je reprends. Alors l'étape suivante est... Est-ce que c'est long? Oui, c'est un peu long. Enfin bon, on va pas trop s'attarder. Alors, l'étape suivante est pour eux de la royauté elle-même. En effet, l'empereur Charles III le Gros est déchu par les grands du royaume peu avant sa mort en 888. Bon. On lui reproche notamment d'avoir trop tardé à envoyer des troupes afin de lutter contre les Normands. À Paris, les Normands, ils ne veulent pas dire les Vikings. Hein. C'est quand même quelque chose, c'est les Vikings en fait. Et les Vikings n'étaient pas normands. Ils venaient du nord, enfin, ils venaient de partout de la Gaule, de partout, aussi bien du Midi que de la Bourgogne, de partout. Et ils sont partis dans le nord, puis revenus pour reprendre, chasser les chrétiens, enfin, chasser la nouvelle religion, quoi. Alors, les Normands à Paris, donc, et de s'être contentés en octobre 886, malgré la résistance acharnée de la ville, de leur proposer de les payer pour qu'ils cessent leur agissement, sans succès d'ailleurs, ils partirent piller la Bourgogne. Voilà. Vous comprenez un petit peu l'histoire? Ça veut dire que la Bourgogne étant pillée, bon, enfin, je reviendrai plus tard quand on parlera de Jeanne d'Arc, pour l'instant. Cette incapacité à rétablir l'ordre dans le royaume déconsidère Charles III et amène une partie des grands au sein desquels les Robertiens tiennent une place éminente, à choisir Eudes, lequel avait soutenu le siège de Paris par les Vikings au cours de l'hiver 885-886 pour le remplacer. Alors de quelle source? Govard, d'accord. Le 29 février 888, tandis que l'héritier légitime du trône du futur Charles III le Simple est écarté en raison de sa jeunesse, Eudes est élu roi des Francs et sacré à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne par son parent l'archevêque de Sens-Gauthier. D'accord. Bon, ben Sens, évidemment, c'est dans la Gaule, hein. Enfin, dans le pays des fromages. Voilà. Alors, le fait que, comme chef de guerre, Boson, élu à la tête du royaume de Provence en 879, je saute un peu, chers amis, hein, ne soit pas un descendant de Charlemagne, qu'est-ce que je dis là? Le fait que, comme le chef de guerre, Boson, élu à la tête du royaume de Provence en 879, ne soit pas un descendant de Charlemagne montre à quel point la position de la haute aristocratie s'est affermie vis-à-vis de l'État carolingien, sans contester une certaine légitimité royale aux membres de la famille carolingienne. Les grands ne souhaitent pas rester prisonniers de celle-ci pour choisir l'homme qui, au sein du royaume, dispose des qualités les plus éminentes pour assumer la fonction royale. L'élection et l'acclamation par les grands sont redevenus les éléments constitutifs de l'ascension au trône, tandis que le sacre perd encore de son efficacité comme fondement du pouvoir royal.
Eudes au siège de Paris, donc. D'Alphonse de Neuville, d'accord, bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. On revient en arrière, c'est pas grave. Bon. Alors, cependant, Eudes reste contesté, malgré, notamment du fait de l'opposition de l'archevêque de Reims, Foulques, qui lui suscite un concurrent en faisant élire roi des Francs, puis sacré à Langres, Guy III de Spolète. Un Lombard, je crois, oui, voilà. Guy de Lombardie. Et de celle de Romnulf II, comte de Poitiers, tuteur du jeune Charles le Simple. Il lui faut l'appui d'Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale, pour obtenir le soutien de l'ensemble des grands du royaume, officialisé par un second couronnement à Reims le 13 novembre 888, à l'aide du matériel manteau, couronne, sceptre, envoyé par Arnulf, sans doute d'Aix-la-Chapelle. Voilà. Eudes, en tant que roi, remporte sur les Vikings une première victoire le 24 juin 888 dans la forêt de Montfort d'Argonne. Montfort d'Argonne, c'est où ça? D'accord. Une seconde en 892 près de Montpensier en Limagne. Les Normands mettent néanmoins à sac les villes. Vous voyez, les Vikings et les Normands, vous voyez, à sac les villes de Meaux, Troyes, Toul, Verdun, Évreux et Salaux. Malgré tout, sa volonté de lutter contre les invasions normandes demeure intermittente dans la mesure où il se contente souvent de leur verser tribut. Danegel, qui c'est ça? Et le nom donné à partir du milieu aux tribus versées par les populations menacées par les Vikings afin que ceux-ci les épargnent. Oh, quel mensonge! Pour détourner leur violence. En fait, les Vikings voulaient débarrasser la Francie, la Gaule si vous préférez, pour l'appeler encore ainsi. Ils voulaient les débarrasser de la tutelle que la religion exerçait sur le peuple. Bon, mais ça, voilà. Eudes ne parvient pas en fait à rétablir l'autorité du pouvoir royal au niveau de ce qu'elle était à l'époque de Charles II le Chauve. Il ne contrôle réellement que les régions situées entre la Loire et la Seine. Cela s'explique en partie par le fait que pendant tout son règne, Charles va chercher à récupérer le trône de son père en s'appuyant sur la persistance d'un légitimisme carolingien, notamment entre Seine et Meuse. Il dispose dans cette lutte d'alliés parmi les grands comtes princes féodaux, notamment Baudouin II de Flandre. Voilà. Princesse carolingienne, d'accord. Judith de France, Viennet de Ces derniers sont en effet inquiets de la volonté d'Eudes de réaffirmer la capacité royale à disposer à son gré d'honorer, c'est ça, que leurs titulaires considérèrent s'être approprié définitivement, puis largement, mort et tombeau, bon voilà. Il meurt en 898 à la Fère, donc on a dit, hein, et est inhumé à Saint-Denis, donc voilà. En 996, son petit-neveu Hugues Capet est inhumé à ses côtés, et en 1263, Louis IX décide d'un programme visant à réaliser des monuments funéraires pour marquer le rôle de nécropole royale dévolue à l'abbaye de Saint-Denis. Il commande une série de 14 mausolées ornés des gisants pour recouvrir les restes des derniers carolingiens ainsi que des premiers capétiens. Parmi les tombeaux commandés figurent ceux de Eudes et Hugues Capet.
Ceci se trouvait à la croisée du transept à côté de l'hôtel Matudinal et derrière les tombeaux de Robert II le Pieux et de Constance d'Arles. En août 1796, ils sont parmi les premiers tombeaux détruits par ordre de la Convention lors de la profanation des tombes de la basilique Saint-Denis. Bon, ça on l'a vu, hein. Les deux gisants d'Eudes et d'Hugues disparaissent en même temps que celui du roi Dagobert Ier. De ces tombeaux, seul le dessin de l'historien et collectionneur François-Roger de Guénière est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Bon, ben, descendance, hein, voilà. Les références. Bon. Voilà, chers amis, un petit peu l'histoire de ce roi Eudes, donc roi des Francs. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous dire. Alors maintenant, nous allons passer, si vous me permettez, je vais, voilà, apporter... Alors, je voulais vous montrer dans l'actualité le vote du budget 2025. Alors, chers amis, je vais vous montrer rapidement. Je ne sais pas si je vais y parvenir. Oui, ça y est, bon. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors, ça va peut-être un petit peu vous embêter, mais. Non, puis je vais pas. Bon. Non, je ne vais pas vous la montrer. Je vous annonce quand même que le budget, la deuxième partie du budget a été votée hier, donc le 5, nous sommes bien, le 5, alors pour vous, la vidéo ce sera le 7, donc c'était avant-hier. Donc, comment vous dire, le budget a été voté, non, il n'a pas été voté, il a été, comment dire, récupéré par le gouvernement, dont son représentant, hein, vous le savez, Bayrou. François Bayrou, c'est pas François, comment il s'appelle déjà? Zut, alors je sais plus son prénom, lui. François Bayrou, oui, c'est ça. Donc il a fait voter la motion, il a rejeté la motion de censure sur la deuxième partie du budget. Ça veut dire que les impôts que vous allez payer cette année, chers amis, eh ben, c'est illégal, puisqu'il n'y a pas... Enfin, c'est illégitime, je veux dire. Parce que, en fait, l'Assemblée n'a pas voté la loi. Si vous voulez, ça n'a pas été voté, ça a été pris de force par le 49-3. Vous voyez? Ça veut dire que Obama, comment il s'appelle, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, leur motion a été rejetée parce que le gouvernement ne voulait pas modifier, en quelque sorte. Bon, vous voyez. D'accord. En fait, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil, si vous voulez, hein. La Constitution, qui n'est pas légitime, a fait place à cette usurpation de pouvoir, en quelque sorte, en rejetant la motion de censure par le 49-3. Le 49-3, ça veut dire que l'on muselle l'Assemblée et le Sénat en disant, bon écoutez, vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est pas grave, je fais passer la loi de force, que ça vous plaise ou pas. Et c'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Il ne faut pas l'entendre autrement. Alors évidemment, j'exagère un petit peu les termes, peut-être, chers amis, je vous crois. Maintenant, je vais vous passer quand même une vidéo qui m'a amusé, qui fait suite un peu à celle d'hier. Écoutez, vous allez écouter bien le... Attendez, que je dise pas de bêtises. Bon, ben c'est un peu long, excusez-moi, hein. C'est un peu long à mettre en place, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ben, ma foi, tant pis, hein. Je vais essayer de vous la faire écouter. Non, ça marche pas. Eh oui, voilà. Oh, c'est pénible. Dans notre pays, Écoutez une bien. personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement. Mais vous avez cette tâche à accomplir.
guérir ce pays des plaies du racisme. J'ai entendu dire des jeunes gens, je ne suis plus fier d'être français. J'ai entendu des familles dire, à la fin on se demande si on va rester. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tout seuls avec les autres. Non, vous savez, en vieillissant, on durcit les traits de caractère. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Non mais sans blague, voyez un petit peu, hein. Il ne peut pas vivre le pauvre. Mais qu'est-ce que je vous dise, moi, chers amis? C'est pas de sa faute, hein. Bon, je rigole parce que, bah oui, ça m'amuse quand même, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Bon, on ne peut pas, il est ce qu'il est, voyez. Moi, au moins, bon, j'aime pas sa politique. Je vous le cache pas. C'est pas que j'aime pas l'homme, hein. L'homme, je le connais pas. Bon, peut-être c'est un type qui n'est peut-être pas si antipathique qu'on le dit, hein. J'en sais rien. En tout cas, j'aime pas sa politique. J'aime pas ses discours politiques. On peut aimer, enfin, on peut apprécier, mais au moins j'apprécie un peu comme Arlette Laguillet pour les plus anciens. Bon, moi j'en fais partie, hein. Arlette Laguillet, elle avait oh, peut-être pas le même langage, mais elle avait un langage ferme, tranché, vous voyez. Elle ne débordait pas de son combat contre les riches, les bourgeois, enfin, vous voyez, tous ces gens qui pourtant, sans eux, vous ne pouvez pas travailler, chers amis, hein. Vous croyez que des pauvres ou même l'État va payer tous les salariés à, je ne sais pas moi, 1400, 2000 euros ou j'en sais rien combien vous gagnez, hein. Est-ce que vous croyez sincèrement, est-ce que vous croyez sincèrement que l'État, comme à l'époque de l'Union soviétique, vous croyez que les ouvriers dans les usines, sur les chantiers du bâtiment ou dans les industries de confection de vêtements, de souliers, je ne sais pas, hein, ou de paniers en osier, est-ce que vous croyez que les ouvriers, les ouvrières gagnaient bien leur vie au temps du communisme? Je ne parle pas de la Chine. La Chine, elle a fait un autre choix. C'est toujours un pays socialiste, mais avec un mélange de capitalisme, ce qui fait que un Chinois ne gagne pas beaucoup sa vie par rapport à quelqu'un de chez nous, ou un Suisse, ou un Allemand. Mais enfin, bon, ils vivent quand même plus ou moins assez bien, puisqu'il y a quand même un milliardaire qui sort à peu près, émerge de la Chine environ tous les 40 minutes, enfin pas un milliardaire, mais un millionnaire tous les 40 minutes. Oui, c'est quelque chose. Il y a des gens qui arrivent à s'enrichir quand même en Chine, paraît-il. Maintenant, chez nous, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de la conversation là. Oui, en fait, bon, si on écoute Mélenchon, Monsieur Mélenchon, euh, son prénom je ne sais pas d'ailleurs, Jean-Luc, oui, Jean-Luc Mélenchon. Si on écoute Jean-Luc Mélenchon, on reviendrait à l'époque du 19e siècle ou de l'Union soviétique, où l'État prendrait en charge le bien-être de chacun des citoyens, non pas des citoyens de l'Hexagone. Est-ce que vous croyez que ce serait viable? À vous de vous faire votre propre choix, chers amis. Je vous en dis pas davantage. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là j'enlève. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer encore à ce niveau-là? Pas grand-chose, hein. Je crois que tout est à peu près dit. Non, je crois que. Non, je crois que là c'est bon. Après, je ne vous parlerai pas, bien sûr, chers amis, de ce qui s'est passé avec l'affaire du couple présidentiel. Bon, je pense que les gens de notre pays sont même pas au courant. Enfin, ils savent bien qu'il y a il y a quelque chose d'étrange à l'Élysée, mais ils n'arrivent pas à se faire l'idée de ce qui se passe réellement. Il suffit de regarder l'ouverture des Jeux Olympiques de mémoire, chers amis, pour vous montrer ce que sont les dirigeants de l'Élysée. Voilà. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas reparler, je ne veux pas rentrer dans le débat dont je ne suis pas un spécialiste.
Tout ce que j'ai à dire, moi, chers amis, c'est que pour moi, je dis bien, ce qui est à peu près certain, ce qui est à peu près certain, chers amis, pour moi, bon, je vais y arriver. Non, je ne comprends pas qu'ils chiffrent tout le temps. C'est quelque chose de lamentable. Enfin, bon, je reviens un petit peu ici, chers amis, pardonnez-moi, je vous ai pas abandonné, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va peut-être aller. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne lis plus. Alors, voilà, je remets. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant cette affaire qui peut vous faire un petit peu sourire, quelque part, hein, je peux comprendre. Mais l'affaire de Mélenchon, je parle pas de. Maintenant, si vous riez, c'est ce que je vous raconte de l'histoire de l'Hexagone, c'est pas grave. En tout cas, chers amis, et c'est ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que c'est quand même étrange que il y a encore des hommes qui. Alors, ça fait écho, si vous voulez, à la politique de Donald Trump aux États-Unis, qui. Mais vous voyez qu'il parle comme Monsieur Macron. Mélenchon, vous voyez, il n'y a pas de différence. Bon, il choisit quelques termes apparemment plus violents. Ouais, peut-être. Mais en fait, il parle exactement avec moins d'élégance que Macron, on va dire, hein. Mais il parle exactement de la même chose, la transition démographique. Oh, il n'emploie pas ces termes-là. Non, non, non. Non, mais enfin, c'est du pareil au même. La forme diffère un peu, mais le fond, c'est le même. Le fond de commerce, c'est le même. C'est se faire élire sur le dos des gens comme nous. Vous voyez, il y a des gens qui veulent encore rester, ils veulent rester entre nous, quoi. Quel mal y a-t-il? Après tout, bon, ben, si vous acceptez, si les gens acceptent la créolisation, c'est le choix de chacun. À chacun de se faire sa propre opinion, de faire. Est-ce qu'on veut rester un pays avec une unité de principe depuis les temps immémoriaux, ou veut-on devenir une autre population plus mélangée, plus créolisée, justement, comme le dit Mélenchon, plus de transition. D'ailleurs, ce mot transition me fait penser à transition, vous voyez? Transition, transgression, trans, ça veut dire à travers, hein, à travers. Transgression, agression transversale, appelons la chose comme ça. Dans le mot trans, c'est comme vous savez, les ismes, vous voyez. Bon, là, il ne s'agit pas d'un suffixe, mais d'un préfixe trans. Trans. Ça vous parle pas? Bon, allez. Transgression, transmission, mission à transmettre, transfrontalier, à travers les frontières, au-delà des frontières, vous voyez, si on le prend comme ça. Il faut le prendre dans le sens du langage des oiseaux. Il faut avoir fait un petit peu l'étude du langage des oiseaux, la recherche du langage des oiseaux pour comprendre ce qui se cache derrière chaque mot et presque à chaque signe, virgule, point virgule, ce que vous voulez, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait penser qu'on est dans une transgression totale, dans la dystopie. C'est ça, c'est une société dystopique de euh, transgression de la sécurité, par exemple. Êtes-vous en sécurité si vous sortez le soir à 23h ou à minuit ou 1h du matin dans les grandes villes? Et même dans les campagnes d'ailleurs. Parce que même dans les campagnes, Emmanuel Macron veut répandre la population que vous savez. Hein, je vais pas je vous l'ai monté lors d'une vidéo, je ne vais pas vous la remettre. Hein. Je ne l'ai plus d'ailleurs la vidéo, je ne l'ai pas gardée. Mais ce que dit Emmanuel Macron, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Peut-être même des centres de rétention en pleine campagne. Oui.
Comme ça, si quelques-uns, si un s'échappe, il traverse les champs, il saccage les cultures, il brutalise les animaux, et voilà, comme ça, il change un peu la population, quoi. La créolisation, voyons, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, chers amis, un petit peu de quoi je voulais vous parler. Après, à vous de vous faire votre propre opinion, de faire vos propres choix. Chacun est libre. Encore une fois, je respecte la liberté et le choix de chacun. Je ne suis pas là pour imposer une idée, une vision des choses. Je suis là pour tout simplement transmettre. Oui, pour transmettre, absolument. Transmettre ou rapporter ce que je vois, ce que j'entends. Après, j'ai ma propre opinion, j'ai mes propres opinions, mes propres choix, mon propre choix. Faites la part du travail. Moi, je fais ma part de travail, faites la vôtre. À vous de voir, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ces transmissions, transgressions, transitions. À vous de me répondre, de me répondre. Oui, de répondre ou me poser des questions, ce que vous voulez, ou une critique même. Hein. Une critique. Non, Raymond, je suis pas d'accord. Non, non, ce que tu dis c'est faux. Ou alors si, c'est bien, mais voilà, j'ajouterai ceci, cela. Très bien. Allez-y, ajoutez, ça me ferait plaisir d'ailleurs. Voilà. Alors, chers amis, comme d'habitude, pour finir, soyez heureux avec les proches de votre famille, vos enfants, vos parents, arrière-grands-parents, peut-être, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, si vous les avez encore, je vous le souhaite. Soyez heureux avec vos enfants, petits-enfants, pour les plus âgés. Et soyez heureux sur votre lieu de travail ou alors en compagnie de ceux que vous rencontrez, que vous croisez dans la rue. Si vous arrivez à tisser des liens, ce qui devient de plus en plus difficile. Moi, je ne vous cache pas, pourtant, je fais parfois je fais pas tout le temps des efforts, je ne les sens pas tout le temps. Mais parfois, je fais des efforts et j'ai beaucoup de mal, je ne vous le cache pas, à faire la part des choses. À essayer de nouer des contacts, c'est pas facile. Hein. Je peux vous dire que les gens, bon, déjà chez moi, c'est une petite ville, c'est vrai que je rencontre pas grand monde, mais c'est très difficile. Les gens sont restés. Le pays de l'Hexagone est détruit. Je vous le dis franchement, il est détruit. Les gens, d'ailleurs, les dirigeants ont réussi à déchirer ce tissu social qui restait. Les gens se parlaient encore un peu avant 2019, avant la Covid, hein, vous le savez. Mais depuis lors, ça n'a fait que s'aggraver, s'accentuer. Entre bon, ben voilà, je ne sais plus quoi vous dire. Je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.